vers une compréhension vivante du corps éthérique. Ce qui va suivre est né d'une nécessité intérieure, celle de reconnaître le corps éthérique comme réalité centrale de l'être humain et du monde vivant, et non pas comme une abstraction secondaire, un concept vague ou ésotérique. Trop souvent, l'éthérique est évoqué dans le langage spirituel contemporain sans qu'on en mesure l'origine cosmique, la fonction dynamique dans la biographie humaine, sans qu'on en mesure le devenir eschatologique. Or, dans l'œuvre de Rudolf Steiner, le corps éthérique n'est pas un simple double énergétique du corps physique. Il est à la fois mémoire du passé, structure du présent et germe du futur. Il est le lieu où l'esprit œuvre dans la substance, où le verbe modèle la vie. Il est le tissu subtil dans lequel le moi peut sculpter sa destinée librement, à condition de le spiritualiser consciemment. Ce qui suit vise donc à synthétiser les nombreuses indications données par Rudolf Steiner sur le corps éthérique dans ses conférences aux médecins, aux agriculteurs, aux pédagogues, mais également dans ses grands cycles comme l'Apocalypse de Jean, les hiérarchies spirituelles ou encore Mythes et mystères égyptiens. Ce qui suit sera également éclairé à la lumière de Ernst Marty et Günther Wachsmuss. Il ne s'agit pas ici de produire une compilation érudite, mais de construire un chemin de compréhension vivante, progressif et structuré, où l'auditeur peut rencontrer dans sa propre expérience intérieure ce dont il est question. La lecture proposée est à la fois théorique et méditative, symbolique et pratique, tournée vers la connaissance de l'homme, mais aussi vers la métamorphose de la Terre. 3 grandes questions guident ce qui va suivre. D'où vient le corps éthérique? Que fait-il en nous durant la vie? Que devient-il si nous œuvrons ou si nous n'œuvrons pas à sa spiritualisation? Répondre à ces questions nous met en lien avec notre origine solaire, avec notre devoir terrestre et avec notre avenir cosmique. Cela nous engage aussi à réintégrer la connaissance du corps éthérique dans les arts, la médecine, l'agriculture, la pédagogie. Bref, dans toutes les dimensions de la culture humaine. Nous ne pouvons plus avancer vers l'avenir en ignorant le monde éthérique. Il est le corps de l'esprit dans la nature et la forme encore inachevée de l'homme libre en devenir. Une clé de l'avenir spirituel, l'éveil de l'éthérique. Nous sommes entrés dans une époque où l'évolution spirituelle de l'humanité dépend directement de notre relation consciente au monde éthérique. L'époque matérialiste, née au cours du XVe siècle, a voilé la perception de l'éthérique derrière l'apparence des formes physiques, réduisant la vie à ses mécanismes, l'organisme à sa chimie, l'âme à son activité nerveuse. Mais cette vision est en train de se dissoudre. Ce qui se lève derrière la crise des certitudes modernes, c'est la nécessité de retrouver un regard vivant sur la vie elle-même. L'anthroposophie nous enseigne que le corps éthérique n'est pas seulement un principe organisateur caché derrière la matière. Il est un monde en soi, un champ de force intelligente, une mer de mouvement, à travers laquelle s'expriment les impulsions créatrices de l'esprit. Il est aussi le premier domaine dans lequel l'homme est appelé à agir consciemment sur lui-même, en tant qu'être moral, libre et créateur. Rudolf Steiner a exprimé cette transition en des termes clairs. Le Christ vient dans l'éthérique, et l'homme doit désormais apprendre à percevoir dans l'éthérique. L'avenir spirituel ne dépend plus de dogmes extérieurs, ni de systèmes figés, mais de la capacité de l'âme humaine à s'ouvrir à la vie intérieure de la lumière, du son, de la chaleur vivante. Autrement dit, à l'expérience des 4 éthers qui structurent notre corps de vie. L'éveil de l'éthérique implique donc plusieurs métamorphoses. Il demande que la pensée devienne image vivante, non plus schéma mort.
Il requiert que le cœur devienne un organe de perception, capable de saisir les formes mouvantes de l'âme du monde. Il conduit à ce que le geste, la parole, l'art, la prière deviennent des actes qui modèlent l'éthérique comme l'architecte façonne la matière. Ce travail n'est pas abstrait. Il touche la médecine, l'agriculture, la pédagogie, la culture tout entière. Là où la pensée devient trop rigide, le corps éthérique se dessèche. Là où la parole devient artificielle, il se retire. Là où la technique remplace le geste humain, il s'éteint. À l'inverse, là où l'homme agit avec conscience, amour et rythme, l'éthérique s'éveille, se clarifie, se redresse, et devient un organe de perception du monde spirituel. L'avenir spirituel passe donc par une éducation de l'éthérique. Cette éducation ne commence ni dans les livres, ni dans les techniques, mais dans la qualité de vie intérieure que nous développons. Être présent dans son geste, dans sa parole, dans son souffle, vivre en rythme avec les saisons, la lumière, le sommeil, penser avec image, parler avec vérité, agir avec amour, voilà les premiers pas vers le monde éthérique. Ce que Steiner nomme parfois l'école du cœur ou l'école du rythme est en réalité l'école de l'éthérique. C'est l'organe intermédiaire entre l'homme et le cosmos, entre la liberté individuelle et l'ordre divin. L'éveil de l'éthérique est donc la clé de l'homme nouveau, non plus séparé de la nature, mais transparent à l'esprit dans la vie même. Qu'est-ce que le corps éthérique ? Le corps éthérique ou corps de vie est le second membre constitutif de l'être humain, immédiatement au-delà du corps physique. Il constitue le fondement de tout ce qui vit, croît, se régénère et se maintient dans une forme organisée. Sans lui, la matière resterait inerte, sujette à la seule désagrégation. Par son action, la matière prend forme vivante, entre en rythme, devient processus. Rudolf Steiner emploie différents termes pour désigner ce même principe. Corps éthérique lorsqu'il s'agit de la substance vivante qui pénètre le corps physique, corps de vie quand on insiste sur l'activité vitale et régénératrice qui y circule, et corps de force formatrice lorsqu'on parle de l'action modelante qui structure la forme. Comme le note Ernst Marty, ces expressions sont autant de points de vue sur une réalité unique. Il nous dit, il s'agit de la même maison, mais on envisage sa matérialité, sa structuration ou son usage. Ce corps éthérique n'est pas visible au sens ordinaire, mais il est perceptible par la pensée vivante et les organes suprasensibles en voie de développement. Il est plus grand que le corps physique, qu'il entoure et imprègne comme une aura structurée, modelant chaque cellule, soutenant chaque métabolisme et reliant l'être humain aux forces du cosmos vivant. Dans l'évolution spirituelle, le corps éthérique représente la première couche subtile que le moi doit intégrer consciemment. C'est en lui que l'homme peut commencer à créer librement, non seulement dans ses pensées, mais dans les formes mêmes de sa vie. Steiner indique que ce corps de vie est formé pendant l'ancien soleil, la deuxième grande ère de l'évolution cosmique, qu'il est transmis par les hiérarchies spirituelles, en particulier les dynamismes ou dominations, qu'il est porteur d'un héritage zodiacal. En effet, l'homme cosmique y inscrit sa mémoire archétypale. Il constitue donc une matrice à la fois individuelle et cosmique, un corps d'appartenance aussi bien qu'un champ de liberté. Dans la tradition ésotérique, on le confond parfois avec le double énergétique, ou le prana des philosophies orientales. Mais chez Steiner, il ne s'agit pas d'un simple champ vital. Le corps éthérique est pensée vivante, intelligence de forme,
parole en devenir. Il est la lumière de l'esprit qui modèle la matière, lumière non visible mais formatrice. Nous comprenons ainsi que le corps éthérique n'est pas une abstraction. Il est ce par quoi l'enfant grandit. Le cœur bat en harmonie avec les saisons. La plante déploie ses formes. La mémoire devient substance intérieure. L'homme se prépare à percevoir l'esprit dans le monde. Comprendre ce qu'est le corps éthérique, c'est entrer dans une autre conception de la réalité. Une réalité plastique, vivante, rythmique, où l'invisible modèle le visible, et où la conscience peut devenir créatrice. Corps de vie, corps de force formatrice, corps éthérique, quelques nuances conceptuelles. Dans l'œuvre de Rudolf Steiner, les termes corps éthérique, corps de vie et corps de force formatrice apparaissent tour à tour pour désigner une même réalité fondamentale, mais sous des angles différents. Comprendre leurs nuances ne relève pas d'un exercice terminologique, mais d'un affinement progressif de la conscience à l'égard de cette entité vivante. Ces trois expressions se répondent comme le feraient les dimensions matérielles, fonctionnelles et spirituelles d'un même organisme. Le corps éthérique est une substance de vie invisible. Le terme corps éthérique renvoie principalement à la nature subtile, vibratoire, non matérielle de cette entité. Il évoque une organisation de forces vivantes, opérant au-delà de la matière, mais la pénétrant jusqu'en ses moindres replis. Dans cette perspective, le mot met l'accent sur la structure fluide qui entoure et soutient le corps physique. Il est composé de 4 couches différenciées, appelées éthers. L'éther de chaleur, l'éther de lumière, l'éther de son et l'éther de vie. Ces éthers sont les substrats dynamiques à travers lesquels le monde spirituel agit dans la vie organique. Leur réunion en un tout cohérent forme le champ éthérique proprement dit. Le corps de vie est une activité vitale, créatrice, croissante. Lorsque Steiner parle du corps de vie, il oriente l'attention non plus sur la composition, mais sur l'activité même du corps éthérique. Il est ce qui fait vivre, croître, guérir, maintenir l'ordre intérieur. Le corps de vie agit comme une force de cohésion interne. Il soutient l'identité de la forme à travers le temps. Il assure la régénération des tissus. Il orchestre les métabolismes invisibles à l'œil physique. On comprend alors que le corps de vie est en action constante. Il ne cesse de maintenir la structure vivante face à l'entropie, comme une présence silencieuse qui préserve la continuité du vivant. Le corps de force formatrice, comme architecte des formes. Cette troisième expression, corps de force formatrice, met en lumière la capacité du corps éthérique à structurer, organiser, modeler les formes visibles. Il ne s'agit plus seulement d'une substance subtile ou d'une activité vitale, mais d'une intelligence en action, une sculpture invisible de la forme vivante. C'est dans ce sens qu'Ernst Marty écrit « Le corps éthérique est l'architecte et le constructeur du corps physique ». Les forces formatrices sont des impulsions précises, souvent issues du zodiaque ou des planètes, qui déterminent la forme d'un organe, la configuration d'un pétale, la structure d'un minéral, via le corps éthérique. Le foie, le rein, la main humaine, ou même une coquille d'escargot sont des forces formatrices éthériques figées dans la matière. Ici, le corps éthérique apparaît comme un médium plastique, un moule vivant à travers lequel l'esprit imprime des formes archétypales dans le monde terrestre. Il s'agit donc d'un seul être, mais de 3 regards. Ces 3 termes ne désignent donc ni 3 corps distincts, ni 3 couches superposées. Ils traduisent 3 façons de considérer la même réalité vivante. Le corps éthérique, dans sa nature vibratoire et invisible,
le corps de vie dans sa fonction de porteur de vitalité, le corps de force formatrice dans son pouvoir structurant et organisateur. Comme la lumière blanche qui révèle ses couleurs au prisme, le corps éthérique déploie différentes facettes selon l'angle de conscience sous lequel on le contemple. Reconnaître cela, c'est déjà commencer à éveiller l'éthérique en soi, non comme une idée figée, mais comme un processus vivant à plusieurs dimensions, dans lequel l'être humain est appelé à devenir acteur conscient. L'éthérique se trouve donc à la frontière entre visible et invisible. Le corps éthérique occupe une position frontière entre deux mondes, le monde visible et matériel, que perçoivent les sens ordinaires, et le monde spirituel et suprasensible, que l'âme peut apprendre à connaître. Il est le seuil vivant entre la matière et l'esprit. Dans la vision anthroposophique, la réalité n'est pas divisée en deux plans statiques, un monde sensible d'un côté, un monde spirituel de l'autre. Mais elle s'organise en degrés de densité et de transparence. Le corps éthérique est ce corps de transition, ce pont entre les plans, ce lieu où l'invisible commence à devenir perceptible dans le visible. Le monde éthérique est celui de la forme en devenir, du mouvement silencieux, du rythme qui anime sans bruit. Il ne se montre pas à l'œil, mais il organise ce que l'œil voit. Toute structure stable, toute régularité, toute harmonie apparente est le reflet d'un ordre éthérique sous-jacent. Ernst Marty écrit « Le corps éthérique est comme une mer de mouvement qui devient visible dans les formes fixes. » On pourrait dire que la matière est de l'éthérique endormi. Une plante en croissance, une blessure qui guérit, un visage qui s'éclaire ou se ternit sans cause extérieure, tout cela témoigne de l'action du corps éthérique, bien que celui-ci demeure juste au-delà du seuil de la perception sensorielle. Percevoir l'éthérique, entre éveil et attention. Le corps éthérique ne se donne pas à voir comme un objet. Il se révèle dans l'observation des processus, dans le ressenti des rythmes, dans la qualité des gestes et des formes vivantes. Pour le percevoir, il faut éduquer une forme de regard intérieur, fondée sur l'attention, le calme, la pensée mobile. Ce regard est imaginatif, il ne projette pas une image arbitraire sur le monde, mais il apprend à suivre les formes qui vivent dans les plis de la nature, à écouter les forces qui se déploient dans la croissance d'un arbre, le rythme d'un cœur, le mouvement d'une plante vers la lumière. C'est pourquoi le monde éthérique est souvent décrit dans le langage de la musique, de la poésie ou de la danse. Il ne se saisit pas, il se traverse, il ne s'analyse pas, il s'éprouve en rythme. Nous sommes donc à une frontière mouvante. La limite entre le visible et l'invisible n'est pas fixe, elle varie selon le degré de conscience de l'observateur. Plus l'âme s'éveille, plus le monde éthérique devient perceptible, et plus l'homme spiritualise sa propre vie intérieure, plus il devient lui-même visible dans l'éthérique. Ce seuil n'est donc pas un mur, mais un miroir souple, dans lequel le monde et l'homme s'interpénètrent. Traverser cette frontière, c'est aussi traverser le miroir de soi-même, et entrer dans un monde où la pensée devient force modelante, la parole devient acte créateur, et l'amour devient lumière formatrice. L'éthérique est ainsi le théâtre de la rencontre entre l'esprit et la matière. C'est là que se joue l'essentiel de l'évolution humaine. Car ce que l'homme spiritualise dans l'éthérique devient sa véritable forme éternelle, tandis que ce qui reste matériel retourne à la dissolution. Les quatre éthers et leur nature. Genèse cosmique de l'ancien Saturne jusqu'à la Terre.
Pour comprendre la nature des éthers, il faut les replacer dans le déroulement de l'évolution cosmique, tel que l'a décrit la science spirituelle de Rudolf Steiner. Les éthers ne sont pas des substances flottantes dans un espace neutre, ni des énergies anonymes. Ils sont les fruits successifs d'une création vivante, née de sacrifices hiérarchiques, structurés par des rythmes d'incarnation planétaire et ordonnés selon une sagesse formatrice. Chaque éther est apparu à un moment déterminé de l'évolution cosmique de la Terre. Chaque époque cosmique, ou métamorphose planétaire, a donné naissance à un couple, un élément physique et un éther lui correspondant, selon une polarité profonde entre matière et esprit, entre le d'en bas et le d'en haut. À ce propos, Ernst Marty écrit: à chaque étape évolutive de la Terre se forme un couple nouveau, avec Saturne, éther de chaleur et chaleur, c'est-à-dire le feu. Sur l'ancien Soleil, lumière et air. Sur l'ancienne Lune, éther de son et eau. Et enfin sur la Terre, l'élémentaire et l'éther de vie. L'ancien Saturne est l'éther de chaleur et de feu. La première incarnation cosmique de la Terre fut celle de l'ancien Saturne. Il ne possédait ni lumière, ni air, ni eau, ni sol. Il était une sphère de chaleur vivante, dans laquelle les trônes, c'est-à-dire les esprits de la volonté, offrirent leur être comme substance. À cette époque, la chaleur était le seul état d'être perceptible. Elle n'était pas température, mais état d'âme, chaleur cosmique. L'éther de chaleur y apparut comme l'activité créatrice la plus spirituelle, le feu originel du monde. C'est dans cette chaleur que fut ensemencé le germe du corps physique humain, non pas dans sa densité actuelle, mais comme un modèle subtil de chaleur rythmique. Le corps éthérique n'existait pas encore en tant que tel, mais l'éther de chaleur préparait le terrain à son apparition future. L'ancien soleil, éther de lumière et air. Sur l'ancien soleil, le cosmos se transforma. La chaleur s'extériorisa en lumière, et une atmosphère d'air solaire apparut. C'est à ce stade que naît réellement le corps éthérique, donné par les dominations ou dynamismes. L'éther de lumière y fut à la fois substance vivante et principe formateur. C'est par lui que les êtres commencèrent à recevoir une forme organisée, baignée dans l'intelligence solaire du cosmos. L'éther de lumière est celui qui porte les images. Il est le médiateur des formes archétypales. À ce stade, l'homme n'est pas encore séparé du cosmos. Il baigne dans la lumière vivante comme un embryon dans le fluide maternel. Avec l'ancienne lune, nous voyons arriver l'éther de son et l'eau. L'ancienne lune est le théâtre d'un tournant majeur. L'apparition de l'âme, de la vie intérieure, mais aussi du reflet, du passé, de la séparation. L'eau apparaît comme élément, l'éther de son comme organisateur de rythme, de pulsation, de mémoire. L'éther de son, que l'on peut aussi appeler éther de ton ou éther d'harmonie, structure l'intérieur du vivant. Il est l'architecte invisible des organes. Il sculpte dans le temps la forme issue de la lumière. Il est aussi l'éther du langage, celui par lequel le verbe commence à se manifester dans la forme. C'est à cette époque que le corps éthérique humain devient porteur de mémoire, qu'il se lie au rythme planétaire, au battement du cosmos. Il commence à porter une histoire. Nous arrivons maintenant à la phase cosmique de la Terre, avec l'éther de vie et l'élémentaire. Enfin, dans l'évolution terrestre actuelle apparaissent l'élément solide, la Terre au sens minéral, et l'éther de vie, le plus intérieur des quatre.
Cet éther est l'unificateur de toutes les forces vitales, le centre silencieux qui relie croissance, reproduction, autorégénération et développement individuel. Il est l'éther de l'individuation vivante, celui qui permet à un organisme de devenir un tout cohérent, centré, unique. L'éther de vie est également celui qui relie le moi au corps. Il est le seuil vivant par lequel le moi peut agir sur la substance, transformer les métabolismes, spiritualiser les fonctions. Il est la clé de la résurrection. Nous voyons donc dans ces quatre éthers une succession ordonnée et vivante. Ces quatre éthers ne coexistent pas simplement dans le corps éthérique humain, ils s'y organisent selon un ordre hiérarchique, issu de leur genèse cosmique. L'éther de vie forme le noyau, l'éther de son, le rythme, l'éther de lumière, la forme, l'éther de chaleur, la polarité ultime. Ils sont les porteurs invisibles du vivant, les organes du monde suprasensible et les instruments par lesquels les hiérarchies divines modèlent le devenir de la Terre. Comprendre leur origine, c'est commencer à percevoir en soi-même l'histoire vivante du cosmos, non comme une doctrine, mais comme une expérience intérieure à éveiller. Les quatre éthers et leur nature, les couples éléments-éthers. Dans l'évolution cosmique décrite par l'anthroposophie, chaque éther est apparu en relation avec un élément. Ces deux principes, l'un d'origine céleste, l'autre d'origine terrestre, forment ensemble des paires actives, comme deux pôles complémentaires issus d'une même source. Ce que l'on appelle dans les traditions les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, trouvent ainsi un écho vivant dans les quatre éthers. L'éther de chaleur, l'éther de lumière, l'éther de son et l'éther de vie, qui en sont les contreparties spirituelles. Ernst Marty explicite cette correspondance en ces termes. À chaque étape évolutive de la Terre se forme un couple nouveau, avec Saturne, éther de chaleur et feu. Sur l'ancien Soleil, lumière et air. Sur l'ancienne Lune, éther de son et eau. Sur la Terre, enfin, l'élément terre et l'éther de vie. Quatre couples de frères ayant la même origine, chaque fois un frère d'en haut et un frère d'en bas. Ces couples fonctionnent selon une polarité verticale. Les éléments viennent du centre, ils sont densification. Les éthers viennent de la périphérie cosmique, ils sont expansion, globalité, lien. Feu et éther de chaleur. Le feu, dans sa dimension élémentaire, est destruction, libération, chaleur sensible. Il est ce qui consume la matière. Mais son double éthérique, l'éther de chaleur, est chaleur créatrice, activité spirituelle vivante, présence intérieure. Là où le feu dissout, l'éther de chaleur relie. Il crée l'espace du dedans, l'intimité, l'âme d'un organisme. C'est l'éther de chaleur qui, dans l'homme, permet au moi de s'incarner, de rayonner dans le métabolisme et d'y insuffler son impulsion propre. Air et éther de lumière. L'élément air est ce qui relie les êtres vivants par la respiration, porte les sons, entoure sans contraindre. Il est fluide, invisible, mais porteur de mouvement. Son double supérieur, l'éther de lumière, est le porteur des formes. Non pas la lumière physique, mais la lumière spirituelle, qui rend les choses visibles dans leur essence. Dans la plante, c'est l'éther de lumière qui dessine la forme de la feuille, du bourgeon, du calice. Dans l'homme, il structure les contours de l'organisme, oriente la croissance dans une direction esthétique harmonique. C'est l'éther de la forme visible émanée d'une intelligence supérieure.
Eau et éther de son. L'eau, élément terrestre, porte la mémoire, conserve, mouille, réagit aux formes sans en garder la rigidité. Elle est aussi ce qui reflète et ce qui régule. L'éther de son qui lui correspond est l'éther de l'organisation rythmique, de la structuration intérieure. Il ne forme pas la silhouette extérieure, comme l'éther de lumière, mais organise les fonctions, harmonise les cycles, fait résonner la parole cosmique dans le vivant. Cet éther est en lien avec le langage, la musique, le rythme biologique. Il est essentiel dans le développement des organes internes, foie, rein, cœur, et dans leur interconnexion. Terre et éther de vie. L'élément terre est ce qui donne la forme stable, la résistance, la densité. Il est la limite, la gravité, l'enracinement. Son éther correspondant, l'éther de vie, est la force qui anime la totalité, unit les fonctions, engendre la croissance propre à chaque organisme. Il est le plus intérieur des éthers, le plus difficile à percevoir, et pourtant le plus essentiel à la cohérence du vivant. Là où la terre fige, l'éther de vie permet l'épanouissement. Il ne forme ni ne rythme. Il orchestre, unifie, anime. C'est lui qui maintient l'identité d'un être à travers le changement, du germe à la maturité. Nous voyons donc que nous pouvons aller vers une science de la relation. Ces 4 couples sont plus que des correspondances symboliques. Ils décrivent les forces fondatrices de la réalité sensible et suprasensible. Toute chose vivante est structurée par leur interaction. Un organe est une forme visible, un élément, façonné par une force invisible, un éther. Cette compréhension ouvre à une véritable science de la relation vivante, où la matière n'est jamais séparée de l'esprit, où chaque forme est le fruit d'une rencontre cosmique, et où chaque geste humain peut réaccorder le monde avec ses forces originelles. Les 4 éthers et leur nature. L'éther de chaleur comme activité spirituelle primordiale. Parmi les 4 éthers, l'éther de chaleur est le plus proche du spirituel. Il est le premier à apparaître au cours de l'évolution cosmique sur l'ancien Saturne. De tous les éthers, il est le plus subtil. Il est aussi le plus difficile à distinguer de la chaleur physique. Et la confusion chaleur-éther de chaleur a fait que l'homme moderne en a perdu la perception vivante. Dans le langage anthroposophique, la chaleur physique est la trace affaiblie d'une chaleur spirituelle. L'éther de chaleur est la substance du vouloir cosmique, l'impulsion première, le feu de la création. En d'autres termes, le sacrifice des trônes. Chaleur physique et éther de chaleur, une différence de nature. La chaleur élémentaire est ce que l'on peut mesurer. Température, combustion, friction. Elle appartient à l'ordre sensible. Mais l'éther de chaleur ne se mesure pas. Il se ressent intérieurement. Il se manifeste par la vitalité, l'enthousiasme, la volonté vivante, la force d'émergence. Par exemple, un état d'âme qui apparaît au coin d'un feu de cheminée. Ernst Marty écrit « L'éther de chaleur est la substance originelle dans laquelle l'esprit agit immédiatement. Il est le lieu de rencontre entre la volonté spirituelle et le monde manifesté. Ainsi, là où une action est menée avec une intensité intérieure, là où une pensée s'élève avec feu, là où l'être veut, le moi agit à travers l'éther de chaleur. L'éther de chaleur est une substance de transformation. En effet, l'éther de chaleur possède une fonction unique, transformer. Il ne stabilise rien, il ne forme pas, il met en mouvement, décompose pour recréer, désorganise pour libérer.
c'est l'éther du seuil, celui qui sépare et qui relie, qui brûle l'ancien pour permettre le nouveau. Dans les processus de maladie, de crise, de changement, l'éther de chaleur est très actif. Il est aussi l'éther de l'incarnation. C'est à travers lui que le moi peut pénétrer le métabolisme et s'ancrer dans la substance terrestre. Dans le développement embryonnaire, c'est l'éther de chaleur qui, en premier, organise le champ de vie, où les autres éthers pourront ensuite entrer en œuvre. Dans la pensée vivante, c'est lui qui anime les concepts, les empêche de devenir mécaniques. Rudolf Steiner insiste sur le fait que l'éther de chaleur est le plus proche du moi humain. Il est le seul éther par lequel le moi peut entrer directement dans le corps, en particulier dans la sphère du sang, de la digestion, du métabolisme. C'est lui qui permet à la volonté spirituelle de s'incarner dans l'action. Il est aussi le plus libre des éthers, car il est le plus instable, le moins organisé. Il ne forme pas des structures durables, mais crée les conditions de la mutation intérieure. Il est le feu intérieur qui prépare la métamorphose de l'homme, et en ce sens, il est l'éther de la résurrection. Comment percevoir l'éther de chaleur ? On peut commencer à ressentir l'éther de chaleur dans un moment de profonde concentration intérieure, où la pensée devient une force, mais également dans une intention forte qui anime le geste avant même qu'il ne se produise, ou alors dans l'intensité d'une émotion transformée par la conscience, et enfin dans la chaleur morale que dégage un être éveillé. L'éther de chaleur est aussi ce qui permet la rencontre vivante entre deux êtres. Une rencontre réelle, pleine de présence, fait naître une chaleur que rien d'extérieur ne justifie. Cette chaleur-là n'est pas biologique, elle est spirituelle, vivante, formatrice. Ainsi, l'éther de chaleur est le socle invisible de toute action libre, la condition du surgissement de l'esprit dans la vie. Apprendre à en reconnaître la présence, à l'éveiller sans la brûler, à la guider sans la contraindre, constitue l'un des grands arts intérieurs de notre temps. Les quatre éthers et leur nature. L'éther de lumière, porteur de forme. L'éther de lumière est le second des quatre éthers. Il fait suite à l'éther de chaleur dans l'évolution cosmique et apparaît pour la première fois au cours de l'ancien soleil, lorsque la chaleur spirituelle de Saturne commence à se manifester vers l'extérieur, sous forme de clarté et d'organisation. Là où l'éther de chaleur prépare le terrain par la transformation, l'éther de lumière introduit la forme. Il est l'éther de la révélation, de la structuration visible, de l'apparition harmonique du monde. La lumière est donc une activité formatrice. Dans l'expérience sensible, la lumière rend visibles les formes. Mais dans l'ordre éthérique, la lumière est elle-même ce qui forme, ce qui porte l'image archétypale dans la matière, ce qui éclaire la substance vivante de l'intérieur. Rudolf Steiner ne cesse de montrer que l'éther de lumière est bien plus qu'un phénomène optique. C'est une force créatrice, plastique, modelante, un architecte de la forme vivante. Dans la plante, c'est l'éther de lumière qui organise la tige, la feuille, la fleur, selon des lois rythmiques. Dans l'homme, il structure la surface du corps, harmonise les proportions, oriente la croissance vers une forme reconnaissable, signifiante, humaine. L'éther de lumière est donc porteur des images archétypales. L'éther de lumière est en lien direct avec les formes du zodiaque. Il est l'éther qui inscrit dans la périphérie cosmique les images spirituelles destinées à s'incarner dans les formes terrestres. C'est à travers lui que les figures du tétramorphe, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, ont pu pénétrer le corps éthérique atlante,
pour y modeler les structures fondamentales du corps humain. Il est ainsi l'éther de la préfiguration, du contour, de l'intelligibilité cosmique. Il fait apparaître ce qui est déjà spirituellement contenu dans la chaleur originelle. L'éther de lumière agit non seulement dans la forme extérieure, mais aussi dans la clarté de la pensée, dans la présence du cœur, dans la transparence morale. Un être qui pense avec justesse, qui parle avec droiture, rayonne une lumière invisible, perçue subtilement par ceux qui l'approchent. Dans la croissance de l'enfant, l'éther de lumière est particulièrement actif entre la dentition et la puberté, période durant laquelle il façonne l'organisme à partir de l'âme. Dans la parole vivante, dans le geste plein de sens, il s'exprime comme une lumière en acte. On peut ainsi percevoir l'éther de lumière dans la forme harmonieuse d'une feuille ou d'un fruit, dans le regard clair d'un être qui porte la vérité, dans l'ordre silencieux qui se dégage d'un espace habité avec conscience. L'éther de lumière n'est pas un reflet du soleil physique, il est l'expression d'une lumière antérieure à toute lumière sensible, une lumière du Logos, celle dont il est dit dans l'évangile de Jean, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Dans le devenir de l'homme, cette lumière peut se densifier en clarté mentale, ou au contraire s'éteindre dans les pensées mécaniques, opaques, abstraites. À l'inverse, plus la pensée devient vivante, plastique, soumise à la vérité, plus l'éther de lumière se clarifie, se redresse et devient porteur d'intuition. L'éther de lumière est ainsi le grand porteur des formes spirituelles dans le monde sensible. Il fait apparaître la beauté comme reflet de l'ordre cosmique et rend possible la rencontre entre l'idée et la forme, entre l'image archétypale et l'expression terrestre. Spiritualiser l'éther de lumière, c'est apprendre à voir le monde comme une apparition de l'esprit, à discerner la trace du divin dans la figure du vivant, à éveiller une pensée qui éclaire sans figer, qui révèle sans enfermer. Les quatre éthers et leur nature. L'éther de son, l'organisateur rythmique. L'éther de son, parfois appelé éther de ton ou éther chimique, se manifeste pour la première fois durant l'époque de l'ancienne Lune, troisième grande métamorphose planétaire. À ce stade, l'organisme cosmique commence à se doter d'une intériorité, d'un rythme propre, d'une organisation fonctionnelle plus complexe. L'éther de son est précisément l'agent de cette organisation intérieure vivante. Il ne forme pas des contours, comme l'éther de lumière, ni ne transforme, comme l'éther de chaleur. Il rythme, ordonne, articule, relie. Il agit à travers la polarité, l'alternance, la respiration, la pulsation, tout ce qui vit par un flux mesuré, musical, vivant. Rudolf Steiner lie cet éther à l'action du Verbe créateur, ce que les traditions spirituelles nomment le logos. C'est par le son que le monde fut créé, dit la sagesse ancienne. L'anthroposophie éclaire cette affirmation. Ce son n'est pas acoustique, mais formatif. Il est la vibration archétypale qui donne à chaque être sa fonction dans l'ensemble. L'éther de son est à l'origine des organes internes et de leur coordination, des systèmes rythmés, comme la respiration, la circulation sanguine, la digestion. Il est à l'origine de l'harmonie fonctionnelle entre les parties d'un organisme. On pourrait dire, là où il y a rythme, il y a éther de son. Cet éther est profondément lié à la mémoire, au langage, au souffle de l'âme. Il est ce qui tisse les parties séparées en une unité rythmique et signifiante. Dans la parole humaine, il est ce qui met en forme le silence en son structuré. Dans la musique,
Il est ce qui fait du temps une architecture vivante. Dans le corps humain, c'est lui qui règle les métabolismes invisibles, qui harmonise les polarités. Système sympathique et parasympathique, inspiration et expiration, veille et sommeil. Il est le grand équilibrateur. Ernst Marty souligne son action dans le vivant en disant « L'éther de son organise les structures internes, relie les organes entre eux et donne à l'ensemble son mouvement cohérent. » Dans l'enfant, l'éther de son est particulièrement actif durant les premières années de vie, où il modèle le langage, la motricité, la mémoire rythmique. Dans la nature, il est perceptible dans le mouvement spiralé des coquilles, le pulsar des battements biologiques, la structure cyclique de la croissance végétale. On reconnaît également l'éther de son dans le rythme intérieur d'un récit bien mené, dans la sensation de cohérence organique en écoutant une musique vivante, et dans la respiration profonde qui relie l'âme au monde. Là où il manque, l'être se désaccorde. Là où il est éveillé, la vie s'orchestre avec grâce. L'éther de son est le rythme. Rudolf Steiner indique que le rythme, langage du corps inspiré du verbe cosmique, agit directement dans l'éther de son. Les gestes eurythmiques rendent visibles les mouvements éthériques qui se jouent dans la parole. Le rythme devient alors l'art suprême de la respiration entre le corps et l'esprit. C'est aussi par l'éther de son que les forces formatrices peuvent se différencier en motifs précis. Chaque lettre du langage humain, chaque voyelle, chaque consonne contient une empreinte formative transmise dans cet éther. Le monde entier devient alors langue vivante, musique cristallisée, symbole rythmique. L'éther de son est donc le sculpteur de la vie intérieure, le tisseur du sens. Il relie les parties dans une respiration unifiée. Le reconnaître, c'est apprendre à écouter le monde, non seulement avec l'oreille, mais avec le cœur, à percevoir le rythme secret des choses et à y répondre par un geste, une parole, un silence accordé. Les 4 éthers et leur nature. L'éther de vie, unification et croissance. L'éther de vie est le plus intérieur, le plus subtil et le plus difficilement perceptible des 4 éthers. Il n'apparaît dans l'évolution cosmique que sur la Terre actuelle, à l'époque où l'homme devient capable de porter un moi et de se confronter à la matière densifiée. Il est le cœur vivant de l'éthérique, la source d'unité au sein de la diversité des formes et des fonctions. Là où les autres éthers structurent, éclairent, rythment ou transforment, l'éther de vie fait croître, régénère, actualise le potentiel. Il ne se contente pas de maintenir la forme, il porte en lui la force de nouveauté, l'impulsion de développement individuel, le principe de différenciation harmonieuse. Rudolf Steiner l'associe à la reproduction, la croissance cellulaire, la cicatrisation, la métamorphose biologique. C'est l'éther du devenir organique, de la vie propre d'un organisme, celui qui relie toutes les fonctions dans un axe vivant centré sur l'unité. Alors que les autres éthers peuvent être observés dans la forme ou le mouvement, l'éther de vie se perçoit dans la constance mystérieuse de l'identité vivante, dans la capacité d'un être à rester lui-même tout en changeant, dans la cohérence profonde d'un destin corporel. L'éther de vie n'agit pas seulement comme force de guérison ou de croissance biologique, il est aussi le support de l'individuation vivante. Il permet à un organisme de ne pas être une simple somme de fonctions, mais une totalité vivante, unique, non réductible à sa structure anatomique. C'est lui qui permet à l'homme de devenir un être distinct au sein d'un corps universel, un centre autonome de croissance intérieure. Ernst Marty écrit à ce sujet « L'éther de vie est ce qui fait qu'un organisme est un être, et non seulement un corps.
Dans la perspective anthroposophique, c'est l'éther de vie qui permet au moi de s'inscrire peu à peu dans le corps éthérique, de le transformer depuis l'intérieur, d'y laisser une empreinte durable, qui traversera même la mort. Parmi les 4 éthers, l'éther de vie est celui dans lequel agit le plus directement le Christ. Depuis le mystère du Golgotha, le Christ travaille dans le corps éthérique collectif de l'humanité, pour réveiller en chaque être la force d'éternité. L'éther de vie devient alors le terrain où la semence divine peut croître, où la lumière du moi spirituel commence à métamorphoser la vie. Il est l'organe de la résurrection, la mémoire de l'esprit dans le vivant. C'est par lui que l'homme peut, un jour, créer un nouveau corps, non plus hérité, mais construit par son propre moi. Corps libre, corps de lumière. Sa perception n'est pas immédiate, elle demande une attention très fine à ce qui croît, guérit, se renouvelle. Une feuille qui se déploie avec justesse au printemps. Une blessure qui cicatrise sans intervention extérieure. Le regard vivant d'un enfant en développement. Une présence silencieuse qui unifie un lieu, un être, un événement. Dans la biographie humaine, l'éther de vie soutient les passages de seuil, les moments de renaissance intérieure, les reconstructions avant l'épreuve, les croissances invisibles qui ne sont pas mesurables, mais transforment profondément un être. L'éther de vie est la pulsation silencieuse de la vie divine dans l'organisme humain. Il est l'écho terrestre de la vie trinitaire. Unité, fécondité, transformation. Cultiver l'éther de vie, c'est honorer la vie comme un acte sacré, vivre en artiste de soi-même, et préparer le corps futur comme temple de l'esprit. Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Il ne faut pas confondre les éthers et les forces formatrices. Il y a là une distinction essentielle. Dans l'étude anthroposophique du corps éthérique, il est crucial de ne pas confondre les éthers avec les forces formatrices. Si les premiers constituent la substance subtile du vivant, les seconds sont les sculpteurs invisibles, les artisans spirituels qui agissent à travers les éthers pour structurer la forme. Cette distinction permet d'éviter une compréhension trop vague ou matérialisée du corps éthérique. En effet, les éthers ne sont pas des forces de structuration par eux-mêmes, mais plutôt des milieux dans lesquels les forces formatrices peuvent se mouvoir, s'exprimer et se manifester. Les éthers sont donc des substances vivantes, des champs dynamiques. Les 4 éthers, chaleur, lumière, son et vie, forment un tissu subtil, vibrant, ondoyant, qui entoure et pénètre le corps physique. Ce sont eux qui assurent la croissance, éther de vie, la cohésion rythmique, l'éther de son, la forme et la clarté, l'éther de lumière, et la présence intérieure, la chaleur vivante, l'éther de chaleur. Mais ces éthers, aussi essentiels soient-ils, ne définissent pas par eux-mêmes la forme d'un rein, la courbe d'une feuille ou la spirale d'un coquillage. Ils sont les instruments, non les sculpteurs. Les forces formatrices, l'intelligence formatrice derrière les formes. Les forces formatrices sont les impulsions directrices qui organisent les éthers. Ce sont elles qui transforment les mouvements éthériques en formes visibles, selon des lois archétypales. Elles ne sont pas sensibles ni mesurables, elles viennent de la périphérie cosmique et sont liées aux forces zodiacales qui donnent les 12 directions de la forme humaine, aux forces planétaires qui modulent les qualités internes des organes et aux hiérarchies spirituelles qui les impulsent à travers les éthers. Dans ce sens, les forces formatrices sont des signatures spirituelles, des archétypes agissants
qui viennent imprimer leur volonté à travers la substance éthérique. Prenons une image pour comprendre, prenons une analogie. Les éthers seraient comme les 4 éléments d'un atelier de potier. L'eau pour la plasticité, la chaleur pour la cuisson, la lumière pour la forme, le rythme pour le tournage. Les forces formatrices, elles, seraient les gestes du potier, son idée, son art intérieur, invisible mais créateur. Sans les éthers, rien ne peut se faire, mais sans les forces formatrices, les éthers restent un champ chaotique, sans orientation précise. Ce qui rend la vie visible et cohérente, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais leur interaction continue. À chaque instant, les forces formatrices orientent les courants éthériques. Les éthers transmettent ces impulsions dans la matière vivante. Dans la croissance d'une plante, dans la formation d'un embryon, dans la convalescence après une maladie, ce sont les forces formatrices qui décident de la direction, tandis que les éthers fournissent la matière vibrante et mobile. Pourquoi cette distinction est-elle essentielle ? Confondre éther et force formatrice, c'est comme confondre le pinceau et le peintre. Cela conduit à une vision floue du vivant, à une conception mécaniste des processus subtils. Mais reconnaître leur polarité, leur complémentarité, leur lien profond, permet de comprendre comment la forme vivante se construit, d'agir en conscience sur les processus vitaux, dans l'art, la médecine, l'éducation, de percevoir la sagesse spirituelle inscrite dans chaque être vivant. L'éther est le support vibrant de la vie, la force formatrice est la pensée vivante de l'esprit. L'un est mouvement, l'autre est direction. L'un est vibration, l'autre est intention. Ensemble, ils construisent le monde vivant comme un temple en devenir, où l'homme est appelé non seulement à habiter, mais à collaborer en conscience à l'œuvre de création. Les forces formatrices sont donc comme des signatures zodiacales et planétaires. Les forces formatrices ne sont pas des abstractions, elles sont des puissances réelles, des formes actives inscrites dans le vivant, issues de la périphérie du cosmos, plus précisément du zodiaque et du système planétaire. L'anthroposophie révèle que la forme humaine, comme celle du monde vivant en général, est le reflet de l'organisation céleste. C'est ce que Rudolf Steiner appelle l'homme cosmique. Les forces formatrices, lorsqu'elles se manifestent dans la matière, apparaissent comme des signatures, empreintes vivantes de principes spirituels. Elles sont à l'origine des proportions, des directions, des symétries du corps, mais aussi des fonctions invisibles, des lois d'organisation du mouvement, du souffle, du rythme intérieur. Le zodiaque est à l'origine des formes archétypales. Le zodiaque, les 12 constellations de la sphère céleste, n'est pas seulement un repère astronomique. Il est, selon Rudolf Steiner, la grande matrice spirituelle de la forme humaine. Chaque partie du corps humain correspond à une région zodiacale. Au Bélier correspond la tête, l'intelligence, l'élan formateur initial. Au Taureau correspond la gorge, la parole, la forme sonore. Aux Gémeaux correspondent les bras, la relation, la polarité. Et on peut continuer ainsi jusqu'aux Poissons avec les pieds, c'est-à-dire la connexion à la terre avec la force de soutien. Ces correspondances ne sont pas symboliques, elles indiquent que la structure même de l'homme a été façonnée selon les directions spirituelles du cosmos, et que les forces formatrices y ont puisé leur modèle. Ces forces sont centrifuges, elles viennent de la périphérie pour imprimer dans le vivant une forme. Elles s'individualisent à travers l'éther de lumière, elles s'ordonnent par l'éther de son, elles se déploient dans l'éther de vie. Les planètes se présentent comme les modulateurs de fonctions internes. À côté du zodiaque, c'est-à-dire de la périphérie, le système planétaire, centre mobile quant à lui, intervient comme modulateur des qualités internes.
Les planètes sont liées non plus aux parties du corps mais aux organes, non plus à la forme extérieure mais aux fonctions intérieures. Par exemple, Mercure agit sur le système nerveux et la communication interne. Vénus agit sur les reins et l'harmonie des fonctions d'élimination. Mars sur le foie, le courage, la transformation des substances. Jupiter sur les glandes digestives et la capacité d'intégration. Saturne sur les os, la mémoire, la forme fixe et la structure karmique. Ces forces sont centripètes. Elles travaillent de l'intérieur comme des résonateurs subtils. Elles colorent les impulsions formatrices, leur donnent un style, un rythme, une polarité morale. Le corps humain est donc le croisement entre les forces zodiacales et les forces planétaires. Du zodiaque viennent la forme globale, la direction, l'image spirituelle. Des planètes viennent les nuances fonctionnelles, les mouvements internes, la tonalité du devenir. Les forces formatrices sont les intermédiaires entre ces deux courants. Elles traduisent l'un dans l'autre. Elles captent la sagesse du zodiaque et la sculptent dans la matière à travers l'éthérique, en tenant compte des conditions dynamiques posées par le système planétaire. Ceci nous donne une vision artistique du vivant. En effet, cette compréhension de l'organisation humaine par rapport au cosmos nous mène à une véritable esthétique du vivant. L'organe n'est plus un objet biologique, mais une idée cosmique individualisée. Le corps humain n'est plus une mécanique, mais un chef-d'œuvre sculpté par des puissances spirituelles. Percevoir les forces formatrices comme signature céleste, c'est apprendre à lire dans le corps l'écriture du cosmos, à reconnaître le sens dans la forme, à se sentir porteur d'un ordre universel. C'est aussi ouvrir la voie à une médecine nouvelle, à une pédagogie respectueuse des rythmes de développement, à une agriculture qui accompagne les forces de la Terre en lien avec les astres. Reconnaître les forces formatrices comme signatures zodiacales et planétaires, c'est enfin comprendre que l'homme est un pont entre ciel et terre, et que sa tâche est d'harmoniser en lui-même ces deux sources, pour devenir un créateur libre, capable à son tour d'insuffler forme et vie dans le monde. Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Processus, matière, forme et force formatrice constituent une quadrature du vivant. Dans la compréhension anthroposophique du monde vivant, la réalité ne se limite pas à une opposition binaire entre matière et esprit. Elle repose sur une quadrature vivante, un jeu d'interaction profonde entre quatre principes fondamentaux: la matière, le processus, la forme et la force formatrice. Ces quatre dimensions ne sont pas des couches séparées, mais quatre aspects inséparables d'un même être vivant, que l'on peut apprendre à percevoir distinctement comme on apprend à entendre les voix multiples d'un accord musical. La matière comme support et densité. La matière est ce que l'on peut toucher, mesurer, peser. C'est la densité visible, la substance figée, ce qui demeure quand le mouvement s'arrête. Dans un être vivant, la matière ne parle pas par elle-même. Elle est informe jusqu'à ce qu'elle soit structurée, inerte jusqu'à ce qu'elle soit animée. Dans le corps humain, elle constitue les tissus, les os, les liquides, mais elle ne contient en elle-même ni direction ni intelligence. Le processus, mouvement et métamorphose. Le processus est ce qui change, ce qui coule, ce qui transforme. Il est le temps vivant, l'évolution dans l'instant, la dynamique invisible. C'est le courant vital, la respiration, la digestion, la croissance, la maladie, la guérison. Le processus n'a pas de forme propre, mais il travaille la matière sans repos. C'est lui qui fait naître, modifie, renouvelle, sans jamais se fixer.
Là où la matière fige, le processus anime sans cesse. La forme est l'image stabilisée du vivant. La forme est le résultat de l'action de la force sur la matière à travers le processus. Elle est la figure extérieure, la limite visible, l'image arrêtée d'un mouvement intérieur. Mais dans le vivant, la forme n'est jamais rigide. Elle vit, elle respire, elle évolue subtilement. Une feuille, un crâne, une main, chaque forme est le reflet visible d'un ordre spirituel, temporairement fixé dans la matière par l'activité éthérique. La force formatrice, origine spirituelle de la forme. La force formatrice est l'impulsion première qui structure le processus, modèle la forme et informe la matière. Elle est l'invisible artisan à l'œuvre dans chaque partie du vivant. Elle n'est pas elle-même une forme, mais elle porte l'idée de la forme. Elle utilise les éthers comme des outils, s'inscrit dans le temps par les processus, se manifeste dans l'espace par les formes et s'enracine dans la matière. Ernst Marty décrit cette force comme, un élément spirituel agissant à travers le vivant pour orienter la formation vers un but. Ces 4 principes ne forment pas une ligne, mais une spirale vivante. La force formatrice donne une direction spirituelle. Le processus traduit cette direction dans le temps vivant. La forme condense ce processus dans une figure visible. La matière reçoit cette figure et l'inscrit dans le monde sensible. Puis la force repart du vécu pour renouveler son impulsion, dans un cycle incessant de création, transformation, évolution. Pourquoi cette quadrature est-elle essentielle ? Comprendre cette dynamique permet de voir dans chaque forme vivante un processus à l'œuvre, de percevoir que la maladie n'est pas un défaut matériel, mais une déviation de processus guidé par une force désorientée, de soigner non en réparant la matière, mais en réaccordant la force formatrice à son intention spirituelle, d'enseigner, de jardiner, de créer, non en imposant une structure, mais en accompagnant un processus guidé de l'intérieur. Ainsi, dans l'approche anthroposophique, le monde vivant est un tissu de relations entre forme, mouvement, substance et intention invisible. L'homme, en tant qu'être pensant et libre, peut apprendre à reconnaître ces relations, et même à collaborer consciemment avec elles, devenant ainsi un artiste du vivant, un médecin de l'esprit, un sculpteur du devenir. Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Le rôle du verbe cosmique dans l'activation des forces. Au cœur de l'anthroposophie, l'origine de toute forme, de toute force, de tout processus de vie remonte à la parole créatrice, ce que Rudolf Steiner nomme le verbe cosmique ou le logos. Ce verbe n'est pas seulement une parole prononcée, il est la force formatrice primordiale, l'acte spirituel originel, la vibration universelle qui donne naissance à l'ordre du monde. Dans la tradition johannique, cette idée est résumée dès les premières lignes de l'Évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans lui. Le Verbe est donc la source des forces formatrices. Dans la vision anthroposophique, ce Verbe n'est pas un concept mystique abstrait. Il est actif dans la structure même du monde. Les forces formatrices ne sont pas indépendantes. Elles sont les modulations du Verbe, les gestes différenciés du Logos dans les différents règnes du vivant. Chaque forme naturelle, chaque organe humain, chaque cycle biologique est le résultat d'un mot du Verbe transformé en structure vivante.
L'éther de son en particulier est le milieu privilégié dans lequel ce verbe se fait rythme, souffle, architecture du temps. Le verbe est donc la musique du monde. La tradition antique parlait de la musique des sphères, une harmonie céleste dans laquelle les mouvements des planètes et les lois de la nature étaient perçus comme des sons divins. L'anthroposophie reprend cette intuition en montrant que le verbe agit comme un langage cosmique vivant. Dans l'éther de chaleur, il est volonté créatrice pure. Dans l'éther de lumière, il est pensée formatrice. Dans l'éther de son, il devient rythme organisateur. Et dans l'éther de vie, il se fait pulsation unificatrice. Ces 4 modulations du verbe descendent dans les couches du vivant pour former le corps humain comme image parlée de l'univers, comme réponse terrestre à une intention divine. La parole humaine s'avère donc être comme un reflet du verbe. L'être humain, parce qu'il possède la parole, est l'unique créature capable de participer consciemment au verbe cosmique. Sa capacité à parler, chanter, nommer, raconter, prier, tout cela n'est pas une simple fonction biologique, mais une réplique terrestre d'un acte cosmique originel. Quand l'homme parle en vérité, avec justesse, dans le respect du vivant, il réactive en lui les forces du verbe. Sa parole peut guérir, harmoniser, éveiller, car elle porte encore l'écho du logos créateur. Rudolf Steiner souligne cela dans ses enseignements sur le rythmie, où chaque son devient un geste cosmique vivant, chaque voyelle une volonté formatrice, chaque consonne une sculpture dans l'espace éthérique. Le verbe s'avère donc être la clé de la guérison et de la création. Quand les forces formatrices sont affaiblies, troublées, désorientées, la parole juste, le rythme vrai, le geste accordé au cosmos peuvent réaccorder les forces éthériques. Ainsi, le verbe cosmique n'est pas seulement à l'origine du monde, il est encore actif dans chaque geste créateur, dans chaque soin, dans chaque pensée formulée en accord avec le bien. Et dans l'avenir de l'évolution humaine, l'homme est appelé à devenir lui-même porteur du verbe, non comme une répétition, mais comme création nouvelle, comme participant libre à l'œuvre cosmique. Reconnaître le rôle du verbe dans l'activation des forces formatrices, c'est comprendre que toute forme vivante est un mot d'un langage plus grand, et que la mission de l'homme est d'apprendre cette langue, d'en devenir le poète, le guérisseur, le prophète vivant.